Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce 4 juin 2017. Le 51e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient ce dimanche à Monrovia au Libéria, un sommet auquel prend part le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Londres, une nouvelle fois frappée par des attaques terroristes. Hier soir, une camionnette a foncé à vitesse élevée sur des passants à la sortie du London Bridge, puis les occupants du véhicule en sortent pour poignarder des passants près du pont jusqu'au Borough Market. Bilan, 10 morts, dont les 3 assaillants. L'actualité, c'est aussi la célébration de la Pentecôte, cette fête chrétienne qui célèbre la venue du Saint-Esprit 50 jours après Pâques sur les apôtres de Jésus-Christ et les personnes présentes avec eux. Elle se célèbre le 7e dimanche après le dimanche de Pâques. Plus d'1 million de candidats, 1 112 160 candidats pour être plus précis, sont en lice cette année pour les examens scolaires à grand tirage qui démarrent le 6 juin prochain avec les épreuves écrites du CEPE. Ensuite suivront le BEPC et le baccalauréat. Pour parler de ces examens et des innovations en cours cette année afin d'avoir des examens modernes et inclusifs, nous recevrons dans le cadre du magazine du dimanche Madame Dossoni Maga Mariam, la directrice des examens et concours. Bonjour, Madame Dosso. Bonjour, Monsieur Diaby. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous vous retrouvons dans une demi-heure. Rendons-nous tout de suite à Monrovia, au Libéria, où se tient en ce moment le 51e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet marqué, entre autres, par l'examen de la demande d'adhésion du Maroc à la communauté ouest-africaine en tant que pays membre et la demande de statut d'observateur formulée par la Tunisie. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier samedi pour se rendre sur place à Monrovia pour prendre part à ce 51e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, un sommet qui verra l'élection du nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. En marge du sommet, le président de la République aura des entretiens avec plusieurs chefs d'État et de personnalités, puis il regagnera Abidjan ce dimanche même, 4 juin. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est arrivé ce samedi 3 juin 2017 en milieu d'après-midi à Monrovia, au Libéria, en vue de prendre part ce dimanche au 51e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par son homologue du Libéria, son Excellence Ellen Johnson Sirleaf, puis il a reçu les honneurs militaires. Ce dimanche, le président de la République participe en début de matinée à une conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin de la Volta. Il prendra ensuite part à la cérémonie d'ouverture du sommet ordinaire de la CEDEAO qui sera marqué par plusieurs interventions dont celle de la présidente en exercice de la CEDEAO, Madame Ellen Johnson Sirleaf, et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui participe pour la première fois à ces assises. La cérémonie d'ouverture sera également marquée par la signature du traité de l'autoroute Dakar-Abidjan et la signature de la déclaration conjointe CEDEAO-Israël. Au cours des travaux, les chefs d'État et de gouvernement examineront la demande d'adhésion à la CEDEAO formulée par le Maroc en février dernier, ainsi que celle du statut d'observateur demandé par la Tunisie. L'un des points saillants de ce sommet sera aussi l'élection du nouveau président en exercice de la CEDEAO en remplacement de son Excellence, Madame Ellen Johnson Sirleaf. Et notons qu'en marge de ce sommet, le chef d'État et de gouvernement procéderont à la pose de la première pierre du projet régional d'énergie électrique. Ce projet concerne le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée. Voilà. Pour toute information, nous reviendrons sur ce document. Je vous le disais en titre, l'Angleterre a été de nouveau frappée par le terrorisme ce samedi 3 juin au soir. Moins de 15 jours après l'horreur de Manchester où a eu lieu un attentat suicide à la sortie d'un concert le 22 mai dernier. C'est Londres qui est touché une fois encore. Une attaque à la voiture bélier puis au couteau menée
par plusieurs hommes armés. Bilan 7 morts et 48 blessés. Les 3 assaillants ont été abattus. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Moins de 15 jours après l'horreur de Manchester où a eu lieu un attentat suicide à la sortie d'un concert, c'est la ville de Londres qui est frappée cette fois. Samedi soir, 3 assaillants à bord d'une camionnette ont foncé dans la foule sur le London Bridge, puis attaqué des passants au couteau, faisant 7 morts et 48 blessés. Ce matin, les dernières analyses révèlent qu'ils portaient des vestes avec de faux explosifs. Des policiers armés couraient dans le pub et 20 minutes plus tard, j'étais assis à une table et ils ont dit que tout allait bien, qu'on s'occupait de nous, qu'il y avait des gens autour de nous et que tout allait bien se passer. Et puis j'ai remarqué un homme assis sur un banc un peu plus loin. Il avait une mentonnière et il saignait. Il a dit qu'il avait été poignardé dans la joue. L'attentat qui n'a pas été revendiqué s'est produit quelques minutes après la fin de la finale de la Ligue des Champions, dans un quartier où plusieurs spectateurs s'étaient rassemblés pour suivre le match dans les bars. Le match de la Ligue des Champions s'est terminé et on a essayé de sortir. On a vu que les portes étaient fermées et ils ne nous laissaient pas sortir. Les gens disaient qu'il y avait une agression au couteau à Borough Market, donc ils nous ont enfermés. Quelques minutes plus tard, les gens ont commencé à sortir du bar et à être un peu hystériques. On a entendu des tirs, au moins 2 tirs, et à ce moment-là, les gens qui essayaient de sortir sont rentrés à l'intérieur. Theresa May a souligné que son pays faisait face à une nouvelle forme de terrorisme. Elle a relevé au maximum le niveau d'alerte terroriste en Grande-Bretagne. L'Américain Donald Trump n'a pas tardé à réagir, profitant du drame pour remettre en avant son décret migratoire. Il a appelé les États à être intelligents, vigilants et durs. Depuis vendredi, la Côte d'Ivoire, vous le savez, est élue au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Une élection qui coïncide quasiment avec la dernière séance d'information sur la Côte d'Ivoire, examinée par le Conseil de sécurité. Au siège des Nations Unies, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a lu un rapport bilan des actions de l'ONUCI de 2004 à 2017. Pour Aïchatou Mendaoudou, des efforts importants ont été faits par le gouvernement et le peuple ivoirien pour le retour de la stabilité dans le pays. Michel Digré depuis New York. C'est la dernière séance d'information sur la situation en Côte d'Ivoire débattue au Conseil de sécurité de l'ONU. Après plus de 13 ans de mission de maintien de paix en Côte d'Ivoire, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies fait le bilan des activités de l'ONUCI. Au moment du déploiement de l'ONUCI, la Côte d'Ivoire était un pays divisé en 2. Depuis la fin de la crise post-électorale qui a ébranlé la Côte d'Ivoire, il y a de cela 6 ans, des progrès notables ont été enregistrés sur tous les chapitres. L'environnement politique s'est amélioré, même si beaucoup reste encore à faire, particulièrement dans le domaine de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Toutefois, Aïchatou Mendaoudou reste confiante en la capacité du pays à relever ces défis. Je suis convaincu que l'investissement au quotidien, personnel et collectif, de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien permettra de consolider durablement cette paix difficilement acquise. Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance et ma grande admiration au peuple et au gouvernement de la Côte d'Ivoire à tous les niveaux, au niveau local, au niveau régional, au niveau national. En réalité, ils ont été le facteur déterminant dans la résolution de la crise et du conflit dans leur pays. Pour le ministre des Affaires étrangères, Marcel Montano, la présence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité sera marquée par le partage de l'expérience réussie de l'ONUCI dans le cadre des opérations de maintien de paix dans le monde. La symbolique de ce moment nous interpelle sur les attentes que suscitent les leçons et l'expérience de la Côte d'Ivoire à tirer de 13 années de présence de l'ONUCI et qu'elle déclinera au cours de son mandat au Conseil de sécurité afin d'aider d'autres pays à suivre la même voie. Les entretiens que j'ai eus avec tous les États membres des Nations Unies au cours de ces derniers mois et surtout de ces 3 dernières semaines nous ont permis de partager leurs attentes et d'être confortés dans notre décision d'œuvrer au sein du Conseil de sécurité à l'émergence de réponses collectives cohérentes aux défis globaux de notre temps dans la concertation et le respect mutuel.
L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire s'achève ce 30 juin. La Côte d'Ivoire, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la 3e fois, c'est une victoire de la diplomatie ivoirienne. Et cela réjouit plus d'un. Écoutons la réaction de la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme. La CNDHCI se félicite de la brillante élection de notre pays qui va faire son entrée au Conseil de sécurité durant la période 2018-2019 en remplacement du Sénégal. Ce qui va faire de la Côte d'Ivoire un des rares pays qui va siéger en même temps au Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l'homme. Il faut noter que siéger au Conseil de sécurité suppose une certaine exemplarité sur bien des questions, notamment les droits de l'homme, car cela implique pour la Côte d'Ivoire le renforcement de son dispositif institutionnel, législatif et réglementaire dans le domaine. Le gouvernement devra donc poursuivre les efforts déjà entrepris et qui a certainement valu cette élection. Je vous propose à présent d'écouter quelques Ivoiriens qui réagissent également après l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils s'expriment au micro de nos différents reporters. Ça fait la 3e fois que nous revenons au Conseil de sécurité. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est de retour. Elle est de retour. Et il faut que les Ivoiriens comprennent cela. Moi, je pense que c'est une très bonne chose dans la mesure où, en tant que citoyen du pays, on espère que nos problèmes récurrents vont certainement avoir des éventuelles solutions. Donc, nous apprécions ça en tout cas. Je pense que c'est une joie immense de voir son pays parmi les grands qui décident de l'avenir du monde. Quand on regarde le nombre de pays et le temps sur lequel cette activité se produit, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui compte dans le monde. Et le président de la République qui a œuvré à cela, je pense que c'est une prouesse qu'il faut saluer. Le score qu'on a eu montre que notre pays compte. Ça doit être un motif de fierté pour tous les Ivoiriens, parce que voir que ton pays est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est extraordinaire. Il faut bien que l'Afrique soit bien représentée, et surtout par un pays comme la Côte d'Ivoire qui a traversé des années de crise. Je pense que nous sommes bien armés pour pouvoir comprendre les situations de conflit dans le monde et surtout défendre les intérêts de l'Afrique. Donc c'est une fierté que le président a mis le pays à haut niveau, qu'aujourd'hui on a classé parmi les pays les plus puissants. Et tout, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Nous changeons carrément de registre. Il y a plus d'1 an, le gouvernement instruisait les membres du Comité national de facilitation sur l'axe Abidjan-Noé à l'effet de réduire le nombre de barrages illégaux. Après plusieurs missions de sensibilisation auprès des forces de l'ordre, le message semble avoir été entendu. De 31 barrages en 2010, l'on est passé à 3 barrages légaux. Constat fait après la mission d'évaluation de 3 jours effectuée sur le corridor Abidjan-Noé par le comité, ce qui facilitera encore plus le transport des biens et des personnes. On en sait plus avec Francis Boifo. C'est désormais une réalité pour tout automobiliste, surtout pour les transporteurs qui empruntent le trajet Abidjan-Bassam long d'une vingtaine de kilomètres. Le constat d'aujourd'hui est qu'il n'y a plus de barrages. À son temps de 2000 jusqu'à 2011-2012, mais le nombre de barrages qu'il y avait sur nos voies d'Abidjan à Bassam, mais on ne pouvait pas les compter. À 15 km de Grand Bassam, la ville de Bonoua, le constat est le même. Depuis qu'il n'y a plus de barrages sur la voie, on met 40 minutes, maximum 45 minutes pour arriver à Abidjan. Compte tenu du fait qu'il y a vraiment peu de contrôle, les chauffeurs vraiment vont très vite. Et puis nous avons l'état des véhicules qui sont très défectueux et cela occasionne énormément d'accidents sur la voie. À ces problèmes s'ajoutent les plaintes des transporteurs sur l'axe Aboisseau-Noé, frontière du Ghana. Ça commence carrefour de Krendiabo, il y a douane de contrôler. Saouma, il y a douane. Donc douane c'est trop. Police, ça va. Gendarmerie, il n'y a pas de problème. Le directeur régional des douanes d'Aboisseau, lui, parle plutôt de postes d'observation tenus par des agents des douanes et non des barrages douaniers. Ces agents sur le tronçon, quand ils voient des opérations irrégulières, essaient d'interpeller ceux qui sont
dans les postes réglementaires pour dire tel véhicule arrive, nous avons l'impression que ce véhicule n'est pas passé par Noé pour faire un dédouanement, mais plutôt vient de telle région lagunaire. Durant 3 jours, les membres du comité national chargé d'évaluer le projet de facilitation du commerce et du transport sur l'axe Abidjan-Noué, long de 171 km, ont pu se faire une idée des réalités sur cette autoroute. Autrefois, il y avait une trentaine de barrages. Au cours du séminaire de juin 2016, il avait été demandé 3 barrages, un barrage de sécurité et 2 barrages d'observation. Et au cours de notre passage depuis Abidjan jusqu'à Noué, nous avons constaté cela. Sur la route, on constate que les pratiques anormales ont cessé. Et c'est très important pour nous. Nous allons veiller au grain pour que cette situation ne change pas, pour ne pas qu'ils retombent encore dans les mauvaises habitudes de raquettes. Pour les forces de l'ordre, la fluidité routière ne doit pas être une porte ouverte au trafic de stupéfiants. Les transporteurs qui savent qu'ils ne doivent pas se faire complices des contrebandiers. Les transporteurs de la région du Sud Komoué ont également été invités à se conformer aux règles de conduite et à éviter les surcharges. La surcharge a un effet néfaste non seulement sur l'industrie du transport, mais aussi et surtout sur la santé de nos routes et par ricochet sur la sécurité de nos usagers. C'est pour cela que nous menons la campagne, pour que cette loi qui a été prise au niveau communautaire, qui nous demande de ne pas surcharger nos camions, qu'elle soit respectée. Selon des statistiques, la surcharge fait perdre plus de 30 milliards de francs CFA par an aux États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La phase 1 du PENIA, Programme national d'investissement agricole, arrive à son terme en décembre prochain. Une phase 2 est prévue. Elle démarrera début 2018. Mais avant, l'heure est au bilan et au diagnostic de cette première phase qui a mobilisé plus de 1600 milliards de francs CFA. Une rencontre s'est ouverte à Grand-Bassam en vue de maintenir le cap du développement du secteur agricole ivoirien. On en parle avec Mamadou Kouassi. 31 décembre 2017, fin de la première génération du PENIA, le Programme national d'investissement agricole, qui aura duré 5 ans. 5 années durant lesquelles de nombreux efforts auront été consentis dans l'amélioration des conditions de travail et de vie des agriculteurs ivoiriens. Environ 1600 milliards de francs CFA ont été investis par le gouvernement et les partenaires de développement. Une rencontre bilan donc organisée pour faire le diagnostic du PENIA 1 afin de réussir la phase 2. Il y a eu des performances enregistrées au niveau de la production, des performances enregistrées au niveau, bien sûr, des revenus des producteurs. Donc les effets vraiment sont positifs. Mais par exemple, les productions vivrières, elles ont augmenté régulièrement entre 2012 et 2013. Chaque année, si vous prenez même un exemple spécifique, le riz qui était à 550 000 tonnes de riz produit en Côte d'Ivoire en 2011, cette année et l'année passée, nous avons dépassé les caps de 1 200 000 tonnes, 1 300 000 tonnes de production de riz. Au niveau du café, au niveau du cacao, au niveau de l'anacarde, au niveau du coton, c'est des productions qui ont augmenté régulièrement, et bien sûr, chaque année. Quand vous prenez la pauvreté au niveau rural, c'est pour la première fois en Côte d'Ivoire qu'en 2015, il y a eu une diminution de la pauvreté au niveau du milieu rural. Bilan jugé satisfaisant. Il faut donc réussir le prochain PENIA. Et pour mener les discussions, tout le monde est réuni. Acteurs agricoles, membres de différents ministères intervenant dans le secteur agricole et corps préfectoral. Il s'agit de donner une nouvelle dynamique au programme national d'investissement agricole avec l'implication des différents ministères, notamment eau et forêt, ressources animales et halieutiques et environnement. En clair, l'État veut créer une synergie pour la prospérité des acteurs du secteur agricole. L'un des axes principaux, c'est de faire en sorte que dans la deuxième phase du PENIA, qu'un accent soit mis sur la structuration de nos filières et en même temps la professionnalisation de ces acteurs-là, de sorte qu'ils deviennent des véritables acteurs économiques pour être des exploitants, comme on l'a dit, agricoles au niveau de la chaîne des valeurs. Le PENIA 2 va être construit autour du principe que l'agriculture ivoirienne ne dépend pas uniquement des eaux de pluie. La politique de transformation des produits locaux et la modernisation des pratiques agricoles constituent une priorité pour le gouvernement. Une priorité qui aura une place importante dans la deuxième génération du PENIA, a précisé le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, présent à cette rencontre.
Venons-en à présent à la quinzaine nationale de l'environnement. Elle a été lancée jeudi par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto. À travers des caravanes, cette quinzaine sera l'occasion de sensibiliser les populations sur le bien fondé de la préservation de l'environnement. Reportage Grace Kando. 15 jours pour susciter une prise de conscience collective des populations sur la préservation de l'environnement et attirer l'attention de tous sur les menaces environnementales de la planète. Des objectifs que veut atteindre le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable pendant la quinzaine nationale de l'environnement qui se tient du 1er au 18 juin. La quinzaine nationale de l'environnement vise en effet à faire des populations ivoiriennes des agents actifs du développement durable et à susciter la participation de partenaires multiples pour sa sauvegarde. La quinzaine de l'environnement comprendra aussi un support scientifique indispensable à la résolution des problèmes environnementaux. Cette quinzaine sera l'occasion de présenter le plan de préservation des lagunes et océans. Et pour permettre aux populations d'être informées sur la préservation de l'environnement, une journée porte ouverte sera organisée au Parc national du Banco. Le Parc national du Banco fait le phénomène inverse de l'homme pendant la journée, c'est-à-dire le phénomène de la photosynthèse. Le Parc national du Banco absorbe le gaz carbonique et rejette l'oxygène. Et l'homme absorbe l'oxygène. Et l'autre élément qui est fondamental, c'est que ça joue la fonction de purification de l'air. Tout ce qui est véhicule usagé, tout ce qui est pollution, tout ce qui est particules est rejeté dans l'air et le Parc national du Banco absorbe cela. La quinzaine nationale de l'environnement est constituée de 3 activités majeures. Il s'agit des journées mondiales de l'environnement, de l'océan et de la lutte contre la désertification. Direction Katiola, où vient d'être intronisé le 7e chef de Nanyankaha. Nao Tabin Touré a reçu ses attributs de chef en présence des cadres de la région et des autorités administratives. Sa mission, c'est de veiller à la pérennisation de la culture et au respect des us et coutumes. Il devra également œuvrer à la cohésion de son peuple. Kwadio Kwame, notre confrère de RTI Boaké. C'est par la danse manga, danse sportive, au son du tambour sacré, symbole de ralliement, de rassemblement, de cohésion, de l'unité et de la victoire à toute épreuve, que s'est déroulée la cérémonie d'intronisation du 7e chef de Nanyeka. Nanyeka, qui signifie en langue locale tagbana, il y a un homme de caractère dans le lieu, faites attention à lui. L'intronisation de Touré Naotabe, dernier fils biologique du père fondateur de Nanyeka, symbolise la fin de la dynastie de la première génération des Nanyens et de ses collatéraux directs. Cérémonie d'intronisation en présence des autorités administratives et politiques du Hambol, du consul du Ghana à Boaké et du prince de l'Indénié Eugène Diekakou. L'importance de cette cérémonie riche en sons et en couleurs provient du statut particulier de la chefferie traditionnelle par l'institution de la Chambre des rois et chefs traditionnels. L'ancien travailleur de la CIMA à la retraite est revenu au village pour se consacrer au développement de sa localité. Né le 21 août 1942, Touré Naotabe est marié, père de 17 enfants. Tous les intervenants ont invité le chef à mettre son énergie au service de l'union des fils du village pour l'essor de Katiola. Bento, c'est le gros tam-tam. C'est la noblesse. Ça ne s'achète pas, Bento. Et s'il est là aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a acheté ce siège. C'est parce qu'il le mérite, ce siège. Je lui souhaite un long règne. J'attends à ce que les populations l'apprécient. Ils ont aussi exhorté les administrés du chef au respect de l'autorité coutumière. C'est en 1914 que Nanyeka, agglomération de Katiola, a été créée par Nanyé Touré.
Ce dimanche, les chrétiens célèbrent la Pentecôte qui marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Église. L'événement de la Pentecôte ne peut être compris qu'en lien avec Pâques et l'Ascension. Jésus est mort pour le salut du monde le vendredi saint, ressuscité le jour de Pâques et parti rejoindre le Père à l'Ascension. À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l'Esprit de son Fils. Cette fête clôt le temps pascal qui dure 7 semaines et dont elle est le couronnement. Reportage Chris Diomandé, le commentaire est signé Serge Collier. Ferveur religieuse à l'église Ariste d'Aboboté en ce jour de Pentecôte. Les fidèles commémorent la venue du Saint-Esprit. Selon les Saintes Écritures, le Saint-Esprit est descendu 50 jours après la Pâque sur les apôtres de Jésus-Christ et les personnes présentes avec eux. La Pentecôte intéresse tout le monde. Et comme c'est l'effusion du Saint-Esprit qui nous envoie l'esprit de sagesse, de paix, d'amour, de prospérité, de tolérance, de réconciliation. Voilà les éléments dont la Côte d'Ivoire a besoin pour sa marche. Comme chez les Haris, plusieurs églises évangéliques étaient aux couleurs de la Pentecôte dans le district d'Abidjan. La fête de Pentecôte est la fête où l'Église doit présenter les gains des âmes. Un tour chez les catholiques où le Seigneur est magnifié. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. C'est le commencement de la mission des chrétiens, les disciples de Jésus-Christ sur la terre. L'Esprit Saint que nous avons reçu nous-mêmes à notre baptême, à notre confirmation, ne soit pas endormi, que cet esprit agisse. L'Esprit de Dieu qui fortifie, vivifie, conforte les chrétiens dans une foi vivante et joyeuse. La Pentecôte tire ses origines de la fête juive de Shavuot, une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme. Elle conclut officiellement le temps pascal et donne à l'Église les prémices de sa mission. Annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à toutes les nations. Bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. À l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'église Wafo Ministries, les fidèles de cette église ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire, une paix sans laquelle l'émergence ne peut être atteinte. C'était le lundi dernier dans la commune de Cocody. Fidèle aigné, Franck Quadio. Des chants, des danses et surtout des prières adressées à Dieu. Pour la célébration du 10e anniversaire de Wafo Ministries, les fidèles ont demandé à Dieu d'accorder à la Côte d'Ivoire la paix, qui selon le leader de cette communauté ne peut être octroyée que par Jésus-Christ. Nous sommes tenus comme une église pour demander que le règne de Dieu soit dans ce pays, la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que les fils de la nation vivent en parfaite harmonie. Et surtout, que les valeurs du royaume que nous prêchons, que nous annonçons, que le maximum, justement, détourne leur regard et prête une attention particulière. Nous vivons des moments difficiles et nous avons besoin que chaque personne s'attache au Seigneur. Le révérend Raoul Wafo a appelé les fidèles à porter partout le message de paix, une paix sans laquelle l'émergence ne peut être atteinte, un message bien perçu par les fidèles. La Bible dit que le bonheur d'une personne dépend du bonheur de son pays. Donc il est tout à fait normal pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de prier pour la paix dans la nation. Nous voulons impacter la nation ivoirienne par des évangélisations qui nous permettra, n'est-ce pas, d'aller de ville en ville, de quartier en quartier, de commune en commune, pour, n'est-ce pas, véhiculer le message de paix que Jésus-Christ nous a laissé. Un défilé aux couleurs des drapeaux de plusieurs pays, un autre en tenue traditionnelle, tout ceci pour témoigner de la diversité culturelle et de la cohabitation parfaite des peuples vivant en Côte d'Ivoire. Les examens de fin d'année dans le secteur de l'éducation nationale démarrent la semaine prochaine, le 6 juin précisément, avec le CEPE. Le vœu du ministère est que ces examens se déroulent bien, d'où l'organisation de séances de prière dans plusieurs lieux de culte sur l'ensemble du territoire national. Ici, à Abidjan, le temple, les béatitudes et la grande mosquée du plateau ont servi de cadre à ces moments d'invocation. Le compte-rendu de Serge Collier. Première escale de cette journée de prière pour le bon déroulement des examens de fin d'année, le temple Les Béatitudes du Plateau.
Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, à travers la DECO, la direction des examens et concours et la direction de l'extrascolaire, place ces examens sous le sceau de l'intégrité. Seigneur, nous te confions la garde des épreuves. Nous voulons te prier afin que, Seigneur, tous les actes malveillants qui consistent à faire toutes sortes d'opérations dites imous et autres puissent s'éloigner afin que notre Dieu, notre Seigneur, l'équité règne dans les examens et concours. Mais nous voulons te confier les élèves. Donne-leur la sérénité, donne-leur la réflexion. Donne-leur, Seigneur, de dominer les épreuves. Après les chrétiens, les fidèles musulmans ont prié Allah pour un climat apaisé en cette période d'évaluation. Fasse Allah qui leur ouvre les portes de la science et du savoir et qu'ils soient, en tout cas, des citoyens modèles pour bâtir un pays de paix, d'amour, un pays de fraternité. Ces journées de prière pour l'école sont organisées sur l'ensemble du territoire. Les responsables du système éducatif entendent ainsi amener tous les acteurs à plus de responsabilités. Sans autre forme de transition, nous sommes à présent dans le Dimanche Magazine et nous recevons aujourd'hui en plateau Madame Dosso Nimaga Mariam, la directrice des examens et concours. Merci à vous, Madame, d'avoir accepté d'être là. Avant de commencer notre entretien, je vous propose de suivre cet élément signé Sita Soro. Depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a entrepris des réformes au niveau des examens à grand tirage. L'on a donc assisté à la suppression du concours d'entrée en 6e avec l'admission de tous les candidats au CEPE ayant obtenu 85 points sur les 170, soit 10 sur 20 de moyenne. Au niveau du BEPC, la suppression des différents coefficients avec alignement sur le coefficient uniforme en vigueur durant l'année scolaire, c'est-à-dire 1. Pour le baccalauréat, le calendrier de composition a été réaménagé, les épreuves se déroulant désormais dans la matinée uniquement et l'adoption de la délibération assistée par ordinateur. Des réformes qui ont permis d'améliorer les résultats aux examens en 2016 avec un pourcentage de 42,38% au bac, 59,11% pour le BEPC et 83,33% pour le CEPE. Contre respectivement 39,66%, 58,62% et 82,12% en 2015, l'année scolaire d'avant. Cette année 2017 également, des innovations ont été introduites, notamment l'accès des candidats, de leurs parents et des établissements scolaires aux fichiers de candidature. Ceci pour permettre de corriger les erreurs probables du fichier candidat et d'en rendre le contenu plus fiable. Le ministère a aussi instauré une convocation pour les épreuves d'éducation physique et sportive EPS afin de tester le fichier candidat. Et enfin, l'édition en ligne des différentes convocations aux examens par les candidats eux-mêmes. Alors, Madame Dosso, comme on vient de le voir dans l'élément, on se souvient de quelques innovations antérieures, notamment la suppression du concours d'entrée en 6e, l'admission en 6e de tous les admis au CPE ayant obtenu 85 points. Et puis, au niveau du BEPC, il s'agissait aussi de suppression de différents coefficients au BEPC et alignement sur le coefficient uniforme en vigueur durant l'année scolaire, c'est-à-dire 1. Cette année, on parle encore d'innovation. Est-ce à dire que l'an prochain, on parlera encore d'innovation, l'année d'après encore, ainsi de suite, tous les ans, innovation? Avant de commencer, je voulais prier M. Diaby de bien vouloir transmettre les remerciements de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à son collègue, M. le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, à la direction générale de la RTI et à tout son personnel de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer aujourd'hui, veille des examens, à la nation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir, Madame. Alors, les innovations, il y en a eu cette année, il y en aura encore l'an prochain? Oui, Monsieur Diaby, il y en aura certainement lorsque ce sera nécessaire et lorsque le besoin en impose. Et il faut dire que nous revenons de loin. Depuis les années 1970, où nous étions
à 60 000 candidats. Aujourd'hui, vous voyez très bien que nous sommes à 1 112 160 candidats. L'écart est important. Donc, on ne pouvait pas continuer de traiter encore de façon manuelle les dossiers des candidats. Donc, il fallait changer. Alors, c'est ce changement que Madame le ministre de l'Éducation nationale a compris. Elle nous a instruits et elle nous a demandé de faire en sorte que la qualité des examens soit bonne. D'accord, madame. Alors, cette année, à quelle innovation a-t-on droit? Disons que cette année, il y aura 3 innovations majeures. Depuis 2 ans, avec la coordination de l'inspection générale et la collaboration de la direction des stratégies, nous avons mis en place 2 plateformes. Une plateforme AGCE qui concerne les candidats du BEPC et du baccalauréat, une autre qui concerne les candidats du primaire AGCP. Et lorsque nous avons réussi à stabiliser cette plateforme, nous avons voulu que les candidats, leurs parents et les établissements bénéficient des effets corollaires de cette plateforme. C'est ainsi que nous avons donné l'accès aux candidats afin qu'ils puissent eux-mêmes tirer leur fiche de préinscription sur cette plateforme pour apprécier s'ils sont candidats, pour savoir s'ils sont réellement élèves inscrits dans le fichier de l'école ivoirienne. Et ensuite, nous avons permis aux mêmes candidats de tirer leur fiche d'inscription pour apprécier, vérifier toutes les informations qui sont inscrites sur cette fiche, corriger même aussi, et vérifier s'ils ont payé les frais d'examen, et puis valider eux-mêmes après toutes ces corrections. Donc, cela nous a permis d'avoir un fichier propre et un fichier qui aussi est resté dans les délais. On voit bien, madame, que tout a à voir, toutes ces innovations ont à voir avec Internet. Oui. Internet, est-ce que c'est possible aujourd'hui est-ce que quand on sait que l'accès à Internet n'est pas effectif sur tout le réseau, sur tout le territoire national, tout le territoire n'est pas couvert par le réseau Internet, comment est-ce que toutes ces innovations peuvent être liées à Internet? Nous ne croyons pas de ce côté parce que la plateforme principale de laquelle est issue la nôtre contient 6 millions de candidats. Tous les élèves de Côte d'Ivoire ont réussi à s'inscrire à la rentrée sur cette plateforme sans difficulté. Donc nous, avec 1 million et quelques de candidats, nous pensons que nous n'aurons pas de difficulté pour que les élèves, les candidats puissent tirer leur convocation en ligne. Et cela se fait déjà et très bien. On a même testé ça au niveau de l'EPS et il n'y a pas eu de difficulté. Aucun étudiant, aucun élève n'est venu se plaindre, aucun parent d'élève. Tous ont pu tirer leur convocation au mois de mars et en avril. C'était le test grandeur nature. D'accord. Et cette année, l'on note une hausse des effectifs par rapport à l'an dernier. On note par exemple plus de 44 000 candidats, en plus au CEPE, 13 000 au bac, près de 50 000 pour le BEPC. Qu'est-ce qui explique cela? Nous pensons que c'est certainement le couronnement de la politique éducative mise en place par Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique sous la houlette de Monsieur le Président de la République. Des établissements ont été construits, des enseignants ont été engagés et donc les résultats ont commencé à se faire sentir. Et puis, certainement que ceux qui étaient en l'extérieur de la Côte d'Ivoire ont commencé à rentrer nombreux. Et donc, tout cela pourrait
expliquer. Le fait que nous ayons 105 000 candidats en plus par rapport à l'an dernier. Oui, oui. D'accord. Madame, comment se font les réclamations concernant chacun de ces examens? Pour quel motif, par exemple, un élève peut faire une réclamation? Bon, les jeunes, de plus en plus, surtout avec l'informatisation, avec la DAO, les erreurs sont amoindries, les réclamations sont moins nombreuses aujourd'hui, mais ils peuvent se faire sur des erreurs matérielles, rien que des erreurs matérielles. Par exemple, un candidat qui n'a pas reçu sa collante pourrait faire des réclamations. Un candidat qui a constaté des erreurs humaines, des erreurs matérielles, c'est-à-dire d'écriture sur sa collante, pourrait faire des réclamations, mais les corrections ne sont pas, les recorrections ne sont pas acceptées, et ça, jamais. Parlons à présent des fraudes. À quel moment parle-t-on de fraude lors de ces examens? Bien, il y a 2 cas de fraude. Le premier cas, c'est le cas de flagrant délit, c'est-à-dire le fait de constater qu'un candidat détient des documents irréguliers en plein centre d'examen, en pleine salle, et qu'il a un portable alors que le portable est strictement interdit ou tout autre objet numérique. Tout ça constitue des cas de flagrant délit. Et dans ce cas, le candidat est expulsé du centre. Il ne peut plus continuer Juste ça, aucune autre sanction encourue, juste l'expulsion. Le président de jury fait un rapport et ce rapport est déversé dans les dossiers de la CND qui est dirigée par l'inspection générale, qui va continuer l'enquête et qui va certainement proposer des sanctions parce que les textes sont très clairs là-dessus. Les sanctions sont sévères quand il s'agit surtout du port du portable. Et quand il s'agit du mercenariat, par exemple, quelqu'un qui vient composer à la place d'un candidat, etc., tout ça, il y a des sanctions très sévères. Ce qui peut aller jusqu'à la prison, madame? Qui peuvent aller, parce que le Code pénal, dans son article 275, prévoit vraiment des sanctions lourdes pour ces cas. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame Dosso Nimaga. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et pour plus d'informations, on va rappeler le site de la DECO qui est www.men-deco.org. Merci à vous, madame. Je vous en prie, monsieur Diaby. Mademoiselle Mandjale Gbane, 21 ans, pour 60 kg, tour de bassin 94 cm et un tour de poitrine de 89 cm. Elle a Miss Côte d'Ivoire 2017. Elle a été élue avec 14,50% du vote. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, au cours de la finale de ce concours, la nouvelle reine de la beauté ivoirienne, haute d'1,85 m, est étudiante en 2e année de gestion commerciale, porteuse du brassard numéro 13 de cette édition 2017. Découvrez Mademoiselle Mandjale Gbane qui remplace Esther Memel. 1,86 m, 59 kg sur la balance. Gbane Mandjale est la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Le pas sûr, la gazelle venue de la région du Gontougo, dans l'est de la Côte d'Ivoire, a supplanté les 25 autres prétendantes. Yapobi nous demande toujours l'excellence. Car il dit que Miss Côte d'Ivoire, c'est la recherche de l'excellence. Nous devons toujours faire des recherches pour trouver les plus belles filles. Et ça paye ce soir. Vous avez vu la Miss, belle taille, très belle. Tout le monde est heureux. Ça a été un bon choix du jury. Durant son règne de Miss Côte d'Ivoire 2017, l'étudiante de 20 ans sera accompagnée par 4 dauphines, au nombre desquelles Kassem Darlene de San Pedro, première dauphine, et Konaté Erika de Dimokro, deuxième dauphine. Dimokro a pu placer une à la phase finale et voilà qu'elle est aujourd'hui la deuxième dauphine. Nous allons célébrer cela lorsque nous allons rentrer chez nous. Miss Côte d'Ivoire 2017 ambitionne de se mettre au service des personnes vulnérables. Je suis vraiment très heureuse d'avoir remporté ce titre
de Miss Côte d'Ivoire 2017. Pour mes ambitions, j'envisage de créer une ONG pour aider les enfants en situation défavorable et plus précisément les orphelins. Marraine de la cérémonie, la première dame était représentée par l'épouse du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Dominique Ouattara a offert 10 millions de francs CFA aux Miss, 5 millions pour Bané Mandjalia. Miss Côte d'Ivoire gagne également une voiture du sponsor et bien d'autres lots.